Bienvenue à toi, amoureux de sport. Tu penses tout connaître de ton sport ? Avec No Ref, No Game, le premier podcast dédié aux règles du jeu et à l'arbitrage, tu vas devenir vraiment le maître du jeu. No Ref, No Game, c'est un épisode, un invité et 20 minutes pour te donner toutes les clés pour mieux appréhender les règles de ton sport, pour mieux le vivre et mieux le pratiquer. Hello à toi, tu sais quoi, c'est un très grand plaisir de te retrouver pour ce second épisode de No Ref No Game. Je suis Jérémy, fondateur de Refmate, et ensemble nous allons découvrir les coulisses du sport à travers ces règles du jeu. Aujourd'hui, dans ce tout nouvel épisode, nous avons la joie d'accueillir un arbitre français qui tutoie les sommets du basketball mondial. À son actif, ce sont, de très nombreuses finales de championnat de France, 4 finales consécutives de Basketball Champions League, 2 finales de Coupe du Monde et une petite finale aux Jeux Olympiques de Tokyo. Bref, le meilleur arbitre de sa génération avec qui nous allons plonger dans les coulisses du quotidien d'un arbitre. Vous le verrez, être arbitre de haut niveau demande un travail personnel colossal et surtout insoupçonné. Allez, sans plus attendre, on accueille notre invité. T'es prêt ? C'est le début du game, avec l'invité dans No Ref No Game. Évidemment, aujourd'hui nous recevons Yohan Rosso, arbitre international de basketball et qui est aujourd'hui dans le top des arbitres FIBA. Un homme qui fait rayonner l'arbitrage français sur les plus grandes compétitions internationales. On peut le remercier pour cela. Bonjour Yohan, comment vas-tu ? Bonjour, tout va très bien, merci. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être ici. Puis de pouvoir parler un petit peu d'arbitrage et de mettre la lumière un petit peu sur cette activité obscure, je dirais. Eh bien, plaisir partagé pour nous. Nous sommes très contents de t'avoir parmi nous pour ce nouvel épisode. Ensemble et durant 20 minutes, nous allons retracer ton histoire parce qu'elle est inspirante et surtout entrer avec toi dans les coulisses méconnues du quotidien d'un arbitre de haut niveau. Enfin, parce que on veut tous connaître les secrets de la réussite de nos invités, tu nous donneras tes meilleurs tips pour travailler sur son arbitrage au quotidien si tu le veux bien. No Ref, No Game, un podcast Refmate. Bon. Une question me brûle la langue, Yohan. Je peux pas m'empêcher de te la demander. L'Euro, c'était comment ? L'Euro, c'était, je dirais, un petit peu comme sauce aigre douce. Parce qu'il y a la douceur, mais il y a aussi un petit peu d'aigreur. Je dirais la douceur de pouvoir arbitrer des matchs avec les meilleurs joueurs mondiaux présents. Il y a des joueurs extraordinaires, des joueurs qui performent en NBA tous les week-ends. Et ça, c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment kiffant. Et puis il y a l'aigreur en fait parce que cet Eurobasket a été très critiqué. Donc on a reçu une déferlante un peu de critiques suite à des décisions très discutables. Il n'y a pas de souci là-dessus. L'erreur fait partie de notre activité. Mais après cette déferlante, elle n'est pas forcément, je dirais pas méritée, mais dès qu'on peut, en fait, on se lâche un petit peu sur l'arbitre. Et c'est bien dommage. Mais je pense que c'est parce que les gens ne connaissent pas cette activité. Et du coup, il y a très facilement pas une haine, mais une colère en fait qui ressurgit et qui s'abat sur les arbitres très facilement. Et après, écoute, moi je suis quelqu'un d'ambitieux, mais j'ai aussi un petit peu la frustration un petit peu d'avoir été bloqué par mon équipe nationale. J'allais en dire. Mais ça fait partie du jeu en fait. Aussi, il y a des avantages et il y a des inconvénients d'être dans une fédération qui est forte. La France est un pays fort en termes de basket et ça nous permet tous les week-ends de s'entraîner et puis de performer, de se progresser et du coup d'être performant sur les compétitions. Mais malheureusement, un arbitre est souvent bloqué lorsque son équipe nationale performe. Donc il y a ce double sentiment en fait de fierté et de joie de voir son pays performer. Mais il y a aussi cette tristesse cette frustration, je dirais, de pas pouvoir à titre individuel performer autant que possible. Parce que on veut nous protéger en fait des conflits d'intérêts, etc. Donc si par exemple la France est en demi-finale, je peux pas arbitrer l'autre demi-finale parce que ça implique le futur adversaire. Et pour éviter tout problème, tout soupçon d'avantage, et on stoppe, on évite de désigner un arbitre sur un match qui implique le futur adversaire de son pays. Ce qui peut sembler assez normal, mais toi tu les enchaînes du coup entre les Jeux Olympiques et l'Euro. Du coup, t'en veux un peu à Batum du coup ou pas ? Non. On en a discuté un petit peu parce qu'après les JO, il y avait il y a eu une célébration près de la Tour Eiffel dans un hôtel. C'était sympa et puis on en a discuté. Voilà, c'était cool. Après, oui, il y a une frustration parce que la finale des Jeux Olympiques, ça fait rêver. Ah ça. Mais après, c'est le jeu, c'est normal.
Ça fait partie de l'activité. Il faut l'accepter. Ok, bien, monsieur Rosso. Mais j'avoue qu'on aurait bien voulu te voir quand même sur cette finale de l'Euro. Bon, les Français y ont été, tant mieux. On était bien contents de les voir aussi. Maintenant, j'ai une petite question quand même parce que là, on voit un peu ton pédigré, hein, Jeux Olympiques, Euro. Mais qui es-tu en fait? L'arbitrage, c'est une fonction assez centrale dans ta vie, mais ce n'est pas ton métier. Donc, est-ce que tu peux nous raconter finalement comment tu es venu à l'arbitrage? Est-ce que c'est devenu une passion comme ça ou c'était petit à petit? Quel a été le processus? Le processus déjà, c'est de commencer à jouer au basket. Parce que moi, je suis passionné de basket. J'ai commencé très tôt. Mon papa, en fait, était président d'un club. Il était entraîneur. Donc, j'ai très rapidement été sur les terrains. Ça n'a pas accroché tout de suite. J'ai pas kiffé au début. Du coup, j'ai arrêté. Un petit break. Et puis, je suis revenu une année ou deux plus tard pour pouvoir jouer avec un pote à moi, en fait. Sauf que ce que j'avais pas calculé, c'est que mon pote, il avait 4 ans de plus que moi et que j'avais pas joué dans la même catégorie. Du coup, j'ai quand même continué et moi, j'ai bien accroché. Ça m'a fait kiffer. Et voilà, je suis tombé amoureux de ce sport. Et en fait, pour aider mon club, j'ai commencé à entraîner d'abord. Étant très très jeune, j'ai commencé à entraîner, j'avais une dizaine d'années, j'entraînais des gamins qui avaient 9 ans et tu vois, en fait je m'entraînais et puis juste après je prenais le créneau d'après et j'entraînais les autres. Et j'ai passé des examens d'entraîneur très très tôt et puis après je me suis lancé dans l'arbitrage comme je dirais beaucoup d'arbitres pour rendre service au club. Ça joue le samedi après-midi, le dimanche après-midi, le dimanche matin. Et puis on manque de personnes. On manque de personnes pour permettre aux autres de jouer. Et puis moi j'étais dans le gymnase, donc au départ quand j'étais trop petit je tenais les tables de marque. Et puis petit à petit je me suis lancé sur le terrain, accompagné par mon papa. Okay. Et puis après j'ai volé de mes propres ailes. Ah, seul, et ça t'a bien réussi finalement parce que l'ascension a été plutôt assez fulgurante, on peut dire quand même, non? Ça a été fulgurant sur la fin, mais c'est une histoire qui a commencé quand même il y a très longtemps. J'ai commencé à arbitrer, j'avais 13 ans à peu près. Ouais. Là maintenant j'en ai 40, donc ça fait 27 ans que ça a commencé. Ça a vraiment accéléré lorsqu'on est sur les stages nationaux, ce qu'on appelle, c'est des stages de sélection pour pouvoir arbitrer, pour pouvoir arriver au haut niveau, ce qu'on appelle. Le haut niveau dans l'arbitrage, ça commence en 3e division. Et voilà, et en fait cette sélection-là te permet en fait un vrai boost dans ta carrière. Et derrière, après t'enchaînes en National 1, Pro B, et puis la première division derrière dans la suite. Et puis international, et puis tout ce qu'on te connaît derrière, donc waouh. Et selon toi, quelles ont été les qualités essentielles à mettre en pratique pour réussir sur le terrain, enfin en tout cas personnellement, pour y arriver? Je suis quelqu'un de passionné, donc je compte pas mes heures, mais derrière il y a beaucoup de travail. T'es obligé de travailler parce que plus tu montes, plus tu évolues dans des niveaux supérieurs et plus la concurrence est rude, plus il faut faire attention aux détails. Et voilà, tout le monde à un moment donné sait siffler un marché, sait siffler une faute. Maintenant, ce qui va différencier dans le très haut niveau, c'est la communication. C'est la gestion de l'erreur, comment tu vas rebondir, comment tu vas la mettre de côté et continuer à arbitrer. En gros la partie mentale je dirais, mais voilà, ça a été beaucoup de travail, ça a été aussi beaucoup de persévérance, parce que dans un parcours il y a des échecs et puis il y a aussi des gens qui ne croient pas en nous. Ah, ça, oui, il y en a. Mais c'est intéressant l'échec parce que finalement ça fait partie de et c'est un peu le sujet de l'émission. C'est finalement il y a un peu une similarité entre la carrière d'un joueur et d'un arbitre. Finalement, il y a ces échecs, il y a comment on rebondit et finalement la réussite elle se puise ici, non? Il y a une similarité dans je dirais dans la gestion mentale. En fait, il y a les gens persévérants et les gens, je dirais, qui sont concentrés sur eux-mêmes, qui performent et qui réussissent, en tout cas qui vont plus loin que les autres. On le voit pour Michael Jordan, on le voit pour Kobe Bryant. C'est des joueurs qui ont performé parce qu'ils étaient obsédés par le travail, mais aussi obsédés par leur propre progression. Le fait de devenir meilleur, le fait de s'améliorer. Et ils regardaient pas les autres pour les critiquer, mais plutôt pour se motiver à travailler encore plus et devenir meilleur. Il y avait un esprit critique envers eux-mêmes qui leur permettait en fait de se remettre en question et d'avancer et d'aller toujours rechercher une performance supplémentaire. Je pense que c'est vraiment là où finalement il faut qu'on casse les codes parce que c'est du travail régulier voire quotidien pour un arbitre et on le soupçonne pas vraiment et être arbitre ce n'est pas venir sur son match, arbitrer, prendre son chèque comme j'ai pu l'entendre ici et là et puis s'en aller et puis tout va très bien à la maison. C'est pas la réalité de notre job et être arbitre demande une exigence qui relève
des joueurs professionnels. Enfin, je pense que quand tu fais un mauvais match, tu rentres pas à l'hôtel content de toi. Enfin, finalement, je pense là ne pas griller une cartouche en disant ça. Déjà, à la fin des matchs, c'est compliqué de dormir parce qu'il y a cette adrénaline qui est montée pendant le match, qui est forte. Mais aussi, lorsque t'es passé à côté de ta rencontre, franchement, tu dors pas. Tu ressasses un petit peu les choses, tu essaies de comprendre, tu t'analyses beaucoup. Et voilà, il faut savoir aussi que les arbitres sont classés, ils sont notés, ils sont évalués, et il y a un ranking qui est fait à la fin de la saison avec des montées, des descentes. Il faut savoir aussi qu'on peut être suspendu, qu'on peut ne pas avoir de match à arbitrer, et quand c'est ton travail, être suspendu, ça fait pas plaisir. Ça, j'imagine, mais c'est vrai que c'est des choses que pas tout le monde connaît finalement dans le basketball et même dans d'autres sports, mais effectivement il y a une pression finalement de la direction, de la DNA chez nous, Direction nationale de l'arbitrage au basket, ou DTA par exemple au football, la direction technique de l'arbitrage. Et effectivement, on peut dire qu'un arbitre de haut niveau, ça travaille presque autant qu'un joueur professionnel sans en avoir le statut finalement. Allez, j'ai envie de casser un peu les préjugés car j'entends vraiment beaucoup de choses et beaucoup de bêtises finalement, et être arbitre, c'est aussi beaucoup de travail en dehors des terrains. Je dirais qu'on est dans une espèce de précarité, pour être totalement honnête. Ouais. Parce que en fait, les gens voient seulement la prime qu'on va toucher, qui leur semble énorme, mais elle est pas si énorme que ça. Parce que derrière, il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de travail. C'est une activité qui est au niveau dans lequel je suis, c'est professionnel. C'est-à-dire qu'il y a des exigences quotidiennes, comme tu le disais tout à l'heure, et l'argent, entre guillemets, qu'on va récupérer en arbitrant, en performant sur le terrain, ne nous permet pas de vivre uniquement de ça. À titre personnel, par exemple, je suis professeur des écoles. Donc, t'es obligé, malgré cet investissement fort qui est demandé, de jongler et d'avoir une autre activité professionnelle à côté pour pouvoir sécuriser, en fait, ta vie. Mais tout à fait, et ça ne doit pas être aisé finalement de conjuguer vie professionnelle et personnelle avec ce rythme. Comment tu as réussi à t'organiser? Parce que, rappelons-le, il n'y a que 3 arbitres professionnels dans le basketball aujourd'hui en France, Abdel Hamzaoui, Nicolas Maestre et Yohan Jano. Comment tu as réussi finalement à tout conjuguer? Tout conjuguer, c'est extrêmement difficile. Franchement, c'est la partie la plus difficile, c'est de conjuguer aussi bien le niveau professionnel que la vie personnelle. Il y a beaucoup d'arbitres qui ne peuvent pas prendre de responsabilité dans leur travail, qui ne peuvent pas évoluer, qui ne peuvent pas monter dans leur hiérarchie à cause de la place donnée à l'arbitrage. L'arbitrage nous demande une totale disponibilité. Et c'est compliqué d'avoir une totale disponibilité pour aussi bien son travail perso que le travail arbitrage. Et du coup, on fait des concessions. À titre personnel, je travaille à 75%. Donc j'ai décidé de me libérer du temps pour pouvoir en consacrer plus sur l'arbitrage. Après, il y a la partie personnelle. J'ai pour ma part la chance d'avoir une compagne qui était dans le milieu et qui du coup connaît exactement quelles sont les exigences et qui accepte. Elle était aussi passionnée de basket, elle était aussi arbitre, elle a été aussi arbitre international et elle me facilite la vie au quotidien énormément. Ah, c'est un élément, ça revient souvent ça d'ailleurs, c'est un élément assez important finalement, le soutien des proches dans la réussite d'une carrière. Barack Obama n'aurait pas eu autant de succès sans Michelle Obama. Sûrement, ouais, même très sûrement. On va pas faire toutes les comparaisons, mais on pourrait aussi dire qu'Emmanuel Macron sans Brigitte, c'est pas Manu. Mais bon, on n'en est pas là. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est assez dingue, c'est que finalement, on a une charge de travail considérable pour un arbitre de haut niveau, qui est presque similaire à celle d'un joueur de haut niveau, mais pas avec le même statut. À la différence que les joueurs, leur travail, tout est prémâché, tout est organisé pour eux. Il y a des gens qui sont à côté d'eux pour organiser leurs déplacements, pour organiser leurs repas, pour organiser tout le côté logistique. Et nous, on est un petit peu livrés à nous-mêmes, donc il faut aussi travailler sur ce versant-là. Il faut organiser ses déplacements. Bien sûr, il y a des choses qui sont facilitées, il y a des choses qui sont organisées par les clubs, heureusement, et on leur remercie. Mais il y a une charge de travail, des fois, limite, je me demande s'il faudrait pas que j'embauche une secrétaire. Pour mes frais, pour mes déplacements. À ce point ? Il y a 2 déplacements par semaine à faire. Il y en a un en Europe et il y en a un en France. Et puis derrière, il y a des frais aussi à
à renvoyer, donc ça fait du travail. Lorsqu'on a un emploi à côté, ça prend du temps en fait. Ça prend du temps. C'est surtout ça finalement, c'est que si t'avais que ça finalement, ça serait facile, mais là avec la conjugaison de la vie pro et en plus de la vie d'arbitre, la complexe quoi. Et la vie perso. Et la vie perso, ouais, j'oublie, ouais, Parce carrément. que du coup, maintenant, il y a du temps qui est squeezé par le fait que je sois papa. Ah Et oui, il y a un petit félicitations déjà, on Merci. se félicite, un petit garçon, c'est ça? Un petit garçon, exactement, Ah, bien. qui est déjà prêt pour arbitrer. Donc, la relève est prête. La relève est prête. Avant d'espérer le voir sur le plus haut sommet pareil de l'arbitrage mondial alors. J'espère qu'il jouera d'abord, de façon à ce qu'il prenne les bases. Je vois que tu reviens souvent sur cette thématique-là. C'est important de jouer. C'est important de débuter par le jeu. C'est hyper important et je ne comprends pas que dans certains endroits, on dise oui, il faut te focaliser sur l'arbitrage, il faut que tu arrêtes de jouer. Non, il faut continuer à jouer, il faut jouer. Parce qu'on vient pas dans un sport pour devenir arbitre, on vient dans un sport pour le pratiquer. Et puis en plus de ça, quand tu es arbitre, enfin quand tu joues, je veux dire, tu te mets à la place, tu te mets dans un projet, tu sais ce que c'est que de t'entraîner, tu sais ce que c'est que de gagner, tu sais ce que c'est de perdre, et tu sais aussi ce que c'est quand un arbitre te prive d'un match prestigieux. À titre personnel, on n'a pas joué une finale, par exemple une finale niveau régional, mais c'est quand même la récompense de toute une saison sur une erreur d'arbitrage. Et ça fait partie du truc. Mais derrière, t'es capable de faire preuve d'empathie. T'es capable de savoir ce que les gens en face de toi ressentent. Et après, la capacité que j'ai, c'est que quand je prends une décision, c'est que très souvent, dans la seconde qui suit, je suis capable de savoir si j'avais raison ou si je me suis trompé. Et du coup, ça permet aussi de comprendre un petit peu ce qui se passe pour les autres en face, pour les joueurs, pour les entraîneurs. Et quand tu te trompes, bon, ok, tu peux accepter une petite émotion, mais tu peux pas accepter tout et n'importe quoi. Tu peux pas laisser à ce que ça devienne un peu le Bérésina. Tu peux pas tout accepter, malheureusement. Il faut cadrer les choses et il faut garder le contrôle. Mais je suis capable d'accepter parce que je suis capable aussi de reconnaître. Et du coup, je suis capable aussi d'avouer l'erreur. Parce qu'il y a aussi, on parlait tout à l'heure de travail mental, il y a eu un travail mental sur la place de l'erreur. Il y a beaucoup d'arbitres qui commettent une erreur et ils sont perdus pour tout le match. C'est vrai. Parce qu'ils vont rester focalisés sur leur erreur, ils vont se dire ah mince, j'ai fait une erreur, ça va jouer sur mon classement, peut-être que je vais être suspendu, peut-être que je vais descendre, peut-être que je vais pas avoir le match que je voulais. Mais en fait, c'est pas le moment de réfléchir à tout ça. C'est le moment de se refocaliser sur l'arbitrage, sur ce qu'il y a en face de nous et les décisions à prendre. L'arbitre, il doit décider. Après, il faut espérer et il faut essayer que les décisions soient le plus justes possible et le plus nombreuses possible en étant justes. Et c'est pour ça qu'il faut, il y a un travail colossal derrière, il y a ce travail insoupçonné dont on parle. Et d'ailleurs, je voulais savoir sur quels éléments toi tu te focuses au quotidien dans ton travail. T'as un œil qui est plutôt focalisé sur certains aspects ou d'autres, ou comment tu travailles finalement? Je travaille grâce à la vidéo. Actuellement, c'est l'outil principal d'un arbitre, de pouvoir visionner ses propres matchs, mais aussi les matchs des collègues. Pour différents aspects, pour différents objectifs, je dirais. Travailler ses vidéos à soi-même pour se voir arbitrer, parce qu'on a souvent un ressenti, une perception différente, interne, par rapport à ce que les gens ressentent à l'extérieur. Et de voir la vidéo, ça bouleverse un petit peu des fois nos perceptions. Et ça fait du bien parce que ça nous permet d'avoir une vue un peu plus objective. Et de comprendre pourquoi ce que ressentent les gens quand ils nous voient, en fait. Et je dirais que la vidéo nous permet aussi de travailler, sur la justesse des décisions qu'on a prises, donc savoir analyser si c'est juste, si c'est pas juste, si c'est une erreur, et surtout l'origine de cette erreur. Pourquoi ? Souvent, ça vient des fondamentaux de l'arbitrage. Est-ce qu'on est trop près, trop collé ? Est-ce qu'on était en mouvement ? C'est plus facile de regarder un film lorsqu'on est assis dans son canapé plutôt que quand on est en train de courir sur un tapis de course. Ça, c'est sûr. Et c'est la même chose pour l'arbitre. Quand il est en train de courir, il y a l'écran qui bouge et du coup, ça devient plus difficile. Et il y a aussi cette distance qui est importante. Des fois, on se dit, mais l'arbitre, il est juste à côté, pourquoi il voit pas ? Mais en fait, parce que si on vous met une main au visage qui bouge un petit peu et qu'elle est collée à votre visage, vous avez l'impression que ça va très vite. Alors que si vous êtes à 10-15 mètres, le mouvement vous paraît beaucoup plus lent. Et en fait, c'est pas parce qu'on est collé que c'est plus facile. Et puis après, il y a aussi les angles de vue qui diffèrent.
Des fois, on a le dos du joueur. Et des fois, il y a des gens, il y a des coachs ou des joueurs qui disent mais comment tu peux pas voir, t'es juste à côté. Ben oui, mais j'ai pas des yeux supersoniques, j'ai pas des yeux qui passent à travers les gens, donc je peux pas voir ce qui se passe de l'autre côté du corps du joueur. Et ça, c'est pas compréhensible par tout le monde. Bref, je regarde un petit peu on va dire la justesse des décisions, l'origine en fait de ces justesses ou de ces imprécisions. Qu'est-ce que je pourrais faire pour les améliorer, pour les éviter, pour améliorer ma performance. Et je vais regarder aussi tout ce qui est langage corporel. Parce que le langage corporel, comme je disais tout à l'heure, la communication, c'est très importante. Et le langage corporel fait partie de cette communication. Et tu dirais que c'est important à quel degré? C'est combien ça fait partie? Allez, je connais à peu près la réponse, je pense, mais le body language, la prestance, le charisme d'un arbitre, ça fait quand même presque 50% du job? Ouais, 50-50, c'est assez raisonnable. Parce qu'en fait, il y a énormément de communication non verbale, mais il y a aussi un jeu autour du match. Il y a un jeu entre le coach, les joueurs. Il y a un jeu d'influence en fait. Ouais. Tu vois, le coach cherche à avoir des résultats, il cherche à gagner et par tous les moyens. Et du coup, il va essayer de mettre un petit peu la pression, il va essayer de trouver l'arbitre qui peut impressionner le plus, qui peut essayer d'influencer ou en tout cas qu'il a l'impression de pouvoir influencer. Parce que réellement, bon, je sais pas si ça joue vraiment, mais voilà. Après, à votre niveau, non, je pense pas. À votre niveau, ça commence, vous êtes quand même bien armé. Ah, moi franchement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je m'en fous totalement. Mais après, c'est pas un problème. C'est juste savoir comment je vais leur répondre. Est-ce que, en gros, je vais essayer d'analyser leur comportement, savoir pourquoi ils réagissent comme ça et savoir quelle réponse je dois apporter. Est-ce que je dois apporter une réponse humaine ou est-ce que je dois pénaliser? Tu vois, est-ce que je dois rentrer dans un cadre où je vais avertir ou est-ce que je dois rentrer dans la sanction? La sanction. D'ailleurs, on n'est pas des chefs de gare, hein, donc on n'est pas que dans la sanction prioritaire. Hein, faut le dire ça, parce que alors ça aussi entre le chèque, venir sur les matchs et puis finalement ça sert qu'à mettre des fautes techniques, notamment sur le basket, on est dans le préjugé. Le chèque il fait du bien, mais on n'est pas là que pour ça. Parce que en fait, à la base, on est passionné. On est passionné. On aime le sport, on aime le basket, principalement. Il faut savoir que tous les arbitres ont joué. Alors oui, il y a des niveaux très différents, mais je dirais 99% des arbitres sont joueurs à la base. Ils aiment le basket, ils regardent le basket à la télé. Ils regardent pas que leurs matchs, ils regardent la NBA, ils regardent l'Euroleague, ils regardent les matchs de championnat d'Europe, ils regardent la Betclic Elite. On est des gens qui vivons basket. Et ça, les gens l'oublient. Ou ne le savent pas en tout cas, parce qu'on n'est pas médiatisé, parce que on est dans un côté, comme je disais tout à l'heure, un petit peu obscur. Les gens ne savent pas et s'imaginent du coup beaucoup de choses. Je suis totalement d'accord avec toi, effectivement. C'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi, pour essayer de donner un peu plus de visibilité sur ce monde obscur qu'est l'arbitrage et surtout le travail de ces arbitres, parce que en réaction à l'Euro, pour tout dire, on a eu cette idée de cette émission suite à l'Euro parce qu'on a entendu beaucoup de bêtises, notamment sur la méconnaissance des règles, et qui a été un vrai fléau sur l'Euro de basket. Donc c'était ce focus qu'on voulait faire avec toi. C'est vraiment, en fait, il y a une part de travail essentielle dans l'arbitre qui est vraiment colossale. On réutilise ce mot, mais elle est colossale. Scouting, préparation, briefing avec les collègues, le duo, le trio arbitral. Il faut faire le match quand même, hein. Il faut être persévérant sur ce match, plein d'abnégation, il faut aller chercher la performance. Il y a les erreurs, de toute façon il y en aura toujours sur les matchs, mais il faut les minimiser. Et puis derrière, le temps de l'analyse, du débriefing vidéo, et hop, ça enchaîne très vite derrière finalement, ce qui est la prochaine désignation, et on reprend encore ce cycle, et c'est sans fin. Donc et c'est quelque chose qui prend du temps, et tu l'as bien dit, hein, on rajoute à ça la vie perso, la vie pro, sacré programme quand même. Il y a un emploi du temps très chargé. Et du coup, il faut pas perdre de temps. En gros, il y a des routines qui sont mises en place pour essayer de ne pas perdre de temps, notamment sur tout le travail vidéo. Le travail vidéo est pour moi organisé très souvent lors des déplacements. Le déplacement pour aller au match, c'est le temps pour moi de scouter les équipes et de préparer mon briefing. Et le temps retour de voyage, c'est le temps pour moi de débriefer. Donc je vais analyser ma vidéo. Et peu importe l'heure, je dis peu importe l'heure parce que en fait, lorsqu'on revient d'un match en Europe, il faut enchaîner avec le travail dans la foulée. Du coup, il faut prendre le premier avion. Souvent, on part de l'hôtel, il est 2h, 2h30 du matin. Tu enchaînes 1 heure à l'aéroport. Tu commences déjà à regarder un petit peu la vidéo. Dans l'avion, tu vas
continuer de travailler ta vidéo. Et puis après, il faut enchaîner au boulot. Et après, il faut enchaîner la vie de papa. Oh, wow. Respect. Ouais, j'ai que ce mot à dire, c'est respect avec un tout en majuscule. Parce que franchement, il faut le faire et c'est ça qui est bien méconnu. Et merci de nous partager ton quotidien parce que au moins ça démontre qu'effectivement, c'est pas simplement une fonction comme ça de loisir. C'est vraiment professionnel. Et ça, c'était très très important pour nous. Bon allez. Faut quand même qu'on continue un petit peu, mais je me lance. On a vraiment envie de te demander une anecdote croustillante que tu as vécue sur le terrain parce que ce podcast ne peut pas exister sans une petite anecdote. On t'écoute. Une anecdote. Je dirais, j'ai deux, trois petites anecdotes. Certaines qui vont faire rigoler, certainement, mais lorsque j'étais dans les stages de préparation pour le haut niveau, j'avais un règlement dans mes toilettes et je lisais le règlement lorsque j'étais aux toilettes. Et ouais, pour pas perdre de temps. Et je me suis dit comment optimiser en fait mon temps et comment en fait travailler le règlement. Et parce que le règlement, en fait, si on y va et qu'on lit pendant 2 heures, c'est très ennuyant. Ah oui, par contre, confirme. Lire tous les jours 5 minutes, 10 minutes, c'est beaucoup plus facile d'intégrer les choses. Surtout que t'as du coup rien d'autre à faire quand t'es aux toilettes, quoi. Ouais, plutôt que de traîner sur les réseaux sociaux, tu vois, de regarder un petit peu les photos sur Instagram, bah voilà, je regardais le règlement et puis ça me permettait d'apprendre des choses. Mais du coup, sur le terrain, on se sent beaucoup plus confiant après lorsqu'on connaît son règlement. Ça fait partie, je rebondis là-dessus véritablement, mais la partie théorique, on a un sport, le basket, qui est quand même très 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 légiféré entre les règlements et les interprétations. C'est vrai que ça demande une concentration, une connaissance fine finalement, même à votre niveau sur le très très haut niveau. Là, on demande quand même à pas se gourer, quoi. Il faut quand même être... Il y a besoin de connaître les règles, il y a besoin de connaître l'esprit de la règle et il y a besoin aussi d'avoir une traduction visuelle, mais aussi de l'avoir vécu. Et c'est là où je parlais tout à l'heure de l'importance d'être joueur. C'est que quand tu joues, tu dis « Ah tiens, cette règle-là, c'est ça, et c'est à ce moment-là. » Et ça te permet de comprendre en fait et de devenir un meilleur arbitre derrière. T'intègres finalement des espèces d'images mentales. Ok. Deuxième anecdote. Je dirais quand je suis arrivé en première division, il y a on vous donne un tuteur. Ouais. Il y a un tuteur, un collègue arbitre, et il y avait à l'époque un tuteur qui était observateur d'arbitre. Je ne dirai pas le nom. Ce tuteur, un jour, lors d'un bilan, me dit « Écoute, Johan, je ne sais pas si tu arriveras à t'imposer en première division et quel rôle tu vas pouvoir jouer dans le groupe d'arbitres de première division. » Il avait le nez fin, celui-là. En tout cas, je lui demanderai pas les numéros du loto. Mais mon parcours lui a donné tort, en tout cas. Mais son discours m'a servi énormément de motivation. Tu te nourris finalement de ces personnes qui finalement voient pas forcément le potentiel ou qui t'en refait une force. En fait, tu positives ce message-là pour dire ah ok, tiens, je vais te montrer en fait qui je suis. Exactement, ça me donne envie de travailler encore plus et de leur montrer qu'ils ont tort. Allez, on passe à la troisième anecdote. Troisième anecdote, je suis en Hongrie, j'arbitre un match d'une équipe nationale, je crois que c'était des qualifications pour la Coupe du Monde ou pour l'Eurobasket, et le coach, un grand Serbe, très sympa, tu sens qu'il aime la vie, etc. Et il y a une situation, je pense en contre-attaque, on loupe quelque chose sur le lay-up, bref, il y a 20 points d'écart, le match il est calme, tout se passe bien, et à un moment donné je reviens arbitre de centre, je suis juste à côté de lui, et il se met à chanter « Frère Jacques, frère Jacques », en gros pour nous dire bah vous avez raté quelque chose de l'autre côté. Et j'ai trouvé ça très rigolo et très fin en tout cas de sa part. Les rêves, vous dormez quoi. Ouais, exactement, c'était exactement ça le message, mais de façon à ce que c'était une communication rigolote. J'aime bien. Tu vois, c'est pas le coach qui va te crier dessus, non, il a fait passer son message et de manière très très fine. Beaucoup d'humour, on aime beaucoup ça. On aime bien ces petites anecdotes, franchement c'est ça aussi le bon dans cette fonction, dans cette passion, c'est finalement on vit des trucs quand même assez incroyables. Et toi au premier titre finalement avec toutes ces compétitions, tu voyages, tu vois d'autres rêves venus des 4 coins du monde, donc je pense que ça doit être ultra enrichissant finalement. C'est la partie la plus intéressante, c'est les relations humaines que tu vas créer avec les autres arbitres. Actuellement, je pense que je peux aller dans énormément d'endroits et trouver un contact, trouver des amis pour aller boire un verre, pour aller manger.
il y a énormément de pays où il y a des arbitres et il y a vraiment cette solidarité, une espèce d'esprit familial entre les arbitres. Alors bien sûr, il y a des gens avec qui tu as plus d'affinité que d'autres, mais peu importe le pays où je pourrais trouver quelqu'un qui va m'aider par le contact de quelqu'un. Ça me donne une idée. Je pense qu'il faut qu'on crée un Pékin Express arbitre, un truc du genre. Je pense que non, quoique non, parce que tu vas tous nous niquer finalement dans ce game. Donc moi j'ai pas autant de contacts que toi. Bon, alors là j'ai envie de vous dire, on a explosé le compteur au niveau des 20 minutes. Alors hop, la fin de notre émission se fait jour. Maintenant Johan, je te propose de passer à la minute tips. Coup de sifflet final avec le tips de l'invité. Un vrai conseil de pro, c'est dans No Ref No Game. Allez, c'est parti Johan. Quel conseil as-tu à partager aux arbitres qui nous écoutent pour mieux travailler leur arbitrage et ainsi passer un cap dans celui-ci? Le premier conseil déjà, on en a parlé tout à l'heure, c'est de continuer à jouer et de s'éduquer autour du basket, mais pas seulement sur la partie arbitrale, mais aussi se former en tant que joueur, mais se former aussi en tant que coach. Ça nous permettra de comprendre mieux le jeu et d'appréhender de façon améliorer les situations qu'on va pouvoir juger. Le deuxième tips, je dirais, c'est de se filmer. C'est très important de pouvoir utiliser l'outil vidéo pour pouvoir progresser. Et tous les arbitres qui disent « oui, on n'a pas accès à la vidéo, les matchs ne sont pas filmés, etc. » Achetez-vous une GoPro. Vous mettez une GoPro en grand angle, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vienne vous filmer. Vous la déclenchez au début du match, vous la mettez près de la table ou derrière un petit peu en hauteur et ça vous permet d'avoir des images. Alors la qualité des images ne sera pas forcément celle de la télévision, ça ne sera pas beIN Sport, mais derrière, vous avez des images et vous pouvez travailler. Le troisième tip que j'ai, c'est de regarder les matchs en arbitrant. Ne soyez pas sur votre canapé avec une petite pizza, une petite bière et de regarder le match en appréciant. Non, travaillez. Prenez un sifflet ou prenez une paille pour faire moins de bruit et pas déranger les voisins. Et décidez. Soufflez dans la paille lorsque vous pensez qu'il y a faute, ou ne pas souffler lorsque vous pensez qu'il faut laisser jouer. Et après, vous comparez avec les arbitres qui sont à la télé et vous verrez si vous avez les mêmes décisions ou pas. Et après, essayez de comprendre. Et ça permet en fait d'évoluer, d'améliorer son niveau d'arbitrage, son niveau de jugement, je dirais. Et puis après, il y a des choses en regardant les matchs à la télé sur lesquelles on peut travailler pour des arbitres un petit peu plus confirmés. Il y a notamment le contrôle du temps, où on peut prendre l'habitude en fait de checker l'horloge du match, mais aussi l'horloge des 24 à plusieurs moments différents. Et c'est des choses en fait, si on va le faire chez soi, ça va devenir après, sur le match, un petit peu plus facile. Ça va devenir comme des automatismes. Notamment le temps, sur les contrôles, sur les changements de contrôle, sur les rebonds, sur une remise en jeu. Et puis après, il y a un temps où on doit contrôler le temps lorsqu'on passe la ligne médiane et aussi lorsqu'on arrive dans sa nouvelle position d'arbitre. Donc en fait, il y a 3 temps. Le début, un petit peu au milieu et lorsqu'on arrive dans sa nouvelle position. Ah ouais, ça fait quand même... Il y a des tips que je connaissais pas, tiens d'ailleurs, pas mal. Et ça, on peut l'appliquer dès le département, dès qu'on est arbitre finalement en région. Quel est à peu près tes conseils là-dessus ? À tous les niveaux, on peut travailler ces 3 choses-là. Je dirais que jouer, ça peut se faire à n'importe quel niveau. C'est sûr. Entraîner, se former en tant qu'entraîneur, peu importe. La GoPro, ça sera peut-être plus pour des arbitres, je dirais, où les matchs ne sont pas filmés. Donc peut-être le niveau régional, départemental et... peut-être quelques matchs de championnat de France aussi, parce que c'est pas toujours évident de récupérer les vidéos après les matchs. Les clubs sont pas toujours favorables à nous donner les vidéos. Vous de côté, suivant qui a gagné ou pas. Bref, on ne commentera pas ce genre de choses. Et après, par contre, la gestion du temps, c'est plus derrière pour des arbitres un petit peu plus confirmés. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui commence à nous parler un petit peu plus tard dans la carrière. Sur type fédéral ou national, des arbitres de ce niveau? Exactement. Et dis donc, voilà des conseils précis pour progresser au quotidien. Bon, il n'y a pas de secret, pour réussir le travail, encore le travail et toujours le travail. Un grand merci Johan d'avoir répondu présent pour répondre à nos questions sur ce nouvel épisode. Merci à vous, c'était un réel plaisir d'être là. Merci en tout cas à Refmate pour toute l'activité que vous faites, pour tout ce que vous créez et de mettre la lumière sur l'arbitrage. Franchement, c'est top, continuez comme ça. Merci Johan, merci beaucoup pour ces bons mots. Écoute, on va souhaiter au revoir à nos chers auditeurs. On se retrouve très vite prochainement pour un nouvel épisode sur No Ref No Game. Ciao. N'attends plus et rejoins la communauté Refmate sur nos réseaux sociaux. Partage avec nous ta passion pour le sport. Refmate est sur Facebook, Twitter et Instagram @Refmate.